Et si tu veux, toute la logique de l'AI qui permet de pouvoir réussir à comprimer considérablement les temps de fabrication, c'est une opportunité énorme qui est donnée aux excellents artistes et aux génies artistiques de pouvoir enfin scaler leur art. Parce qu'en fait, ça permet directement à l'artiste, à partir de l'idée, à partir du storyboard, donc à partir du dessin, de pouvoir réussir à en faire un dessin animé. Et ça, nous, c'est vraiment la logique et c'est cette deuxième voie qu'on veut proposer. Et comment est-ce qu'on peut permettre aux excellents artistes, aux très bons artistes, de pouvoir réussir à voir l'IA comme étant une force. Hello à tous, bienvenue sur Mozzabytes. Mozzabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozzabytes, il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorare, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Sixte de Vauplan, cofondateur et CEO de la startup Animage. Sixte a commencé sa carrière avec une première boîte dans la food tech, Nestor. Il l'a revendue à Elior en 2021. Très rapidement, il se remet à réfléchir à la suite. Et père de 3 enfants, il s'intéresse à l'industrie de l'animation. Il réalise l'ampleur des opportunités apportées par l'IA dans cet univers pour créer plus et mieux. Il lance alors Animage avec ses associés, le secret le mieux gardé de la French Tech, comme le titre Les Échos. Spécialisée dans les contenus audiovisuels pour enfants, la startup rachète des franchises sur YouTube et utilise l'IA pour les améliorer et les diffuser sur d'autres plateformes. Elle a annoncé sa série A de 100 millions d'euros en septembre dernier. Un épisode passionnant pour tous ceux qui s'intéressent à l'impact de l'IA dans les industries créatives. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Mozzabytes de l'année 2024. Aujourd'hui, je suis avec Sixte de Vauplan, le fondateur de Animage. C'est génial parce qu'on parle beaucoup des enjeux de l'IA dans le monde de la créativité. Et là, du coup, c'est vraiment le cœur de la boîte que monte Sixte. Sixte, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, s'il te plaît? Ouais, bah merci beaucoup déjà Adrien pour ton temps, c'est super sympa. Donc si je suis cofondateur et CEO d'Animage, j'avais lancé une première boîte dans un univers très différent qui s'appelait Nestor, qui faisait de la livraison de repas au bureau. C'était c'était maintenant il y a plus de 9 ans, en 2015. La boîte a assez rapidement grossi. Le but de Nestor, c'était de livrer en 20 minutes des plats chauds, les plats du jour, dans ton bureau. Préparé le matin même par des chefs, etc. La boîte a été rachetée par le groupe Elior. Moi, j'ai ensuite rapidement voulu mettre le pied à l'étrier. Sauf que je suis papa de 3 enfants entre 1 an, bientôt 1 an et demi et 5 ans. Et donc, j'avais aussi envie de créer une boîte qui puisse créer du lien, tu vois, avec, on sait que lorsque tu crées une boîte, ça devient vite ton nouveau bébé. Donc, comment faire en sorte qu'il puisse créer un lien assez fort avec tes autres enfants. Et c'était aussi la vision qui était de me dire que on s'attaquait à un marché qui jusque-là n'a été très peu disrupté, qui a peu évolué ces dernières années et qui pour autant est en proie à 2 grosses évolutions majeures. On consomme plus les contenus de la même manière. Tu vois, YouTube, ça a complètement transformé nos vies et c'est rentré dans les maisons à tel point que c'est devenu la télé dans plein de nouvelles maisons. Avec plus de 30%, tu vois, des audiences kids de 2 à 11 ans qui sont aujourd'hui qui sont passées sur YouTube. Et la deuxième chose, c'est qu'on va plus produire les contenus de la même manière, avec l'émergence de l'IA et tout ce que ça implique dans la manière dont on produit les dessins animés, du script jusqu'au rendu final. Et donc ça transforme complètement la manière dont on perçoit la production de dessins animés et comment est-ce qu'on peut créer demain un nouvel acteur dans le secteur du kids entertainment qui peut être en mesure de créer les prochaines grosses franchises de demain, les prochains gros dessins animés qui vont permettre de faire rêver et de pouvoir divertir nos enfants et puis les enfants de nos enfants, on espère. Magnifique. Effectivement, c'est la production d'images et de vidéos de plus en plus. C'est un secteur qui commence à avoir une quantité d'opportunités offertes par la generative AI. Et vous êtes parmi les premiers à vous lancer là-dedans. Tu peux nous raconter un petit peu quel a été le processus entre le moment où tu t'es dit ça m'intéresse de travailler sur ce secteur jusqu'au lancement de la boîte et vos premières réalisations?
Ouais, bah moi j'ai un côté un peu monomaniaque quand j'ai une idée et donc du coup lorsque j'ai voulu me dire tiens j'ai envie de... En fait déjà un premier point c'est que je savais ce que j'avais pas envie de faire et les modèles SaaS B2B où je vois pas vraiment l'impact dans ma vie, ça me fait chier. Et j'ai besoin, lorsque je crée une boîte, de pouvoir me dire que j'ai avoir un impact direct dans ma vie. Ça paraît complètement con, mais tu vois, c'est ce qui crée ce lien entre Nestor où je pouvais goûter tous les jours tu vois, aux produits de ma boîte. Et là, c'est la même chose où où je peux être en mesure de pouvoir regarder et de voir l'impact qu'il y a lorsque je vois mes enfants qui vont se marrer, lorsqu'ils vont sourire, lorsqu'ils vont regarder et être captivés par ces dessins animés. Donc c'est super important pour moi. Et donc assez vite ce côté, tiens, j'ai envie de me concentrer sur l'animation et l'animation pour enfants, c'était devenu pour moi comme une évidence. Et donc lorsque je me suis dit, bah, il y a forcément des choses à faire dans ce secteur-là qui a pas bougé. Et donc j'ai fait que ça de ma journée. C'est-à-dire que je lis assez peu en règle générale, genre peut-être 4, 5 bouquins par an. Et là j'en ai lu 35 en 3 mois où j'ai lu tout ce qui pouvait exister sur le marché. J'ai pris tu sais, des bouquins que tu prends dans les cours de médias, quoi, de c'est quoi, comment est-ce qu'on finance un film, comment fonctionne Hollywood, c'est quoi la compta d'Hollywood. Je me suis ensuite entraîné sur Blender pour essayer, donc il y a un logiciel de production de dessins animés pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait en prenant des tutos. Et après j'ai parlé à un maximum de personnes dans l'industrie, que ce soit des animateurs, des producteurs, des financeurs, des distributeurs. Et je leur dis voilà, moi je connais rien à l'industrie, j'ai envie de faire un truc là-dedans, aidez-moi quoi. Et tu peux pas te rendre compte à quel point les gens sont, tu vois, sont ouverts et ont envie aussi de t'aider et de te conseiller. Et à force de rencontrer des gens, de comprendre, j'ai pu me faire une conviction, ou en tout cas affiner mon intuition de départ, qui était toujours la même, qui était de dire, OK, si Walt Disney était là aujourd'hui, s'il était présent, probablement que, tu vois, son dessin animé Mickey Mouse, il l'aurait mis sur YouTube ou il l'aurait mis sur Insta avant de le mettre à la télé, et probablement qu'il aurait produit différemment qu'aujourd'hui. Et en fait, au fur et à mesure des rencontres et de la compréhension, je me suis rendu compte que, en fait, ce chiffre de la consommation des médias que moi je vivais en tant que parent, tu vois, c'était pas quelque chose qui était en l'air, mais tu avais des données tangibles qui le montraient avec la télévision qui perdait du terrain année après année, qui est devenue minoritaire, et YouTube qui est devenu maintenant la très grosse majorité des audiences pour enfants. La deuxième, et c'était quelque chose qui était en train de s'accélérer depuis le Covid. Et la deuxième chose qui était associée à ça, c'est que cette transformation dans la consommation des médias est en train de créer des problématiques financières sur les acteurs indépendants qui n'arrivaient pas à financer leur propre show, puisque un Pixar, c'est 1,5 million à 2 millions d'euros pour produire 1 minute de dessin animé. C'est extrêmement cher. Et évidemment que tu vois, avec ce genre d'économie, tu peux pas exister sur YouTube. Il te faudrait des dizaines de milliards de vues pour réussir uniquement à arriver à rentabiliser ton contenu. Et donc du coup, c'est là où je me suis concentré sur la partie technique, notamment en essayant de creuser ce qui fonctionnait dans le monde du gaming. À l'époque, ChatGPT n'existait pas, et donc je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas complètement optimisées, tu vois, dans l'écosystème, et notamment parce qu'on est sur un écosystème qui est très intensif en capital, ce qui fait que les innovations mettent énormément de temps à rentrer dans les processus de fabrication, parce que lorsqu'un Pixar coûte aussi cher et qui met 5 ans pour être produit, tu vas pas en plein milieu d'une pipeline de production de dire allez hop je change tout et puis on va enlever tout ce qu'on a fait, et surtout qu'en fait c'est des acteurs qui ont investi des centaines de milliers d'euros voire des millions d'euros dans des fermes de rendu, dans des logiciels, etc., et donc ils peuvent pas raïtoffer comme ça d'un coup de baguette magique à chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation. Et donc c'est historiquement des marchés qui évoluent relativement peu par rapport à la technologie, et donc forcément ça veut dire que lorsque tu arrives avec une page blanche et que tu prends toutes les nouvelles technologies, tu es capable d'être beaucoup plus optimal qu'un acteur qui a toute la legacy d'un point de vue technologique à assumer. Et donc on s'est creusé là-dessus en regardant comment ce que des technos, il y avait Nvidia qui notamment commençait à lancer des premières features comme le audio to face ou des choses qui n'étaient pas encore, on ne mettait pas le mot d'IA dessus, mais qui permettait assez vite à partir du texte ou à partir de l'audio de pouvoir réussir à avoir un impact sur l'image. Et donc c'est comme ça qu'on a eu cette conviction, cette vision
et qu'on allait voir Xange et Daphne qui nous ont fait confiance et qui ont tout de suite fité avec cette vision-là de comment est-ce que on va être capable de pouvoir non seulement transformer la manière dont on produit avec en intégrant toutes les nouvelles technos et en s'appuyant sur des technos qui ont été délaissés par le secteur de l'animation, en allant dans la même veine que ce sur quoi Nvidia a commencé à construire, mais plutôt dans le monde du gaming ces dernières années, et comment est-ce qu'on transforme la manière dont on distribue ces contenus, en commençant par YouTube, avant d'aller chercher les autres plateformes, là où en fait historiquement on allait d'abord chercher la télé, puis les plateformes de streaming, et puis après tu avais YouTube quand il te restait des droits et que tu avais le temps et que tu avais envie de t'amuser, mais c'était vraiment la dernière roue du carrosse. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement aujourd'hui quel est le processus du coup traditionnel d'un studio d'animation qui n'est pas encore à jour sur les technologies qui commencent à être disponibles et là où est-ce que vous venez avoir un impact important grâce à la tech? Ouais. Alors, je vais essayer de le simplifier pour que ça soit, tu vois, compréhensible par tout le monde. Donc, je vais grossir le trait, mais grosso modo, tu commences par, bon, t'as toute la création des personnes, tout le caractère design, la création des props, donc des objets, tu vois, que les personnages vont utiliser, la création des backgrounds, des différents settings. Bon, ça c'est du one-off qui peut servir pour une saison, qui peut servir pour un film. Et après, dès que tu veux créer une scène, tu te retrouves avec un script. Le script peut être fait de manière concomitante ou en amont d'un storyboard. Le storyboard, c'est le dessin qui est fait par un artiste. Et la succession des storyboards donne un animatix. Donc c'est en fait la vision un peu dessin animé de ces images-là qui donne l'équivalent, tu vois, de une frame par seconde, une frame tous les 3 à 5 secondes et qui donne une vision de comment est-ce que ta caméra va être positionnée et comment est-ce que tu vas raconter l'histoire. À partir de là, tu rentres du coup dans la phase qui est la phase traditionnelle de l'animation 3D, donc de la CGI, où tu vas faire le layout, où tu vas mettre les personnages aux bons endroits dans ton environnement 3D, et tu vas commencer et donc tu vas mettre en place tes caméras pour que ça puisse correspondre en fait à ce qui avait été dessiné, et ensuite tu vas animer. Tu vas faire la phase d'animation, tu vas animer connecteur par connecteur l'ensemble des personnages pour aller d'un point A à un point B. Et dès que tu as réussi à faire ces animations, t'as toute ce qu'on pourrait indiquer comme étant de la post-prod. Donc ça va être le lightning, le texturing, le composing, et puis le rendering, qui te permet en fait de rajouter la texture, donc la peau du personnage, les habits, la lumière où est-ce qu'elle va être positionnée, et puis le rendu qui te permet d'avoir un rendu avec une certaine touche artistique, un certain aspect d'un point de vue matériel, etc. Si tu prends en gros ce workflow-là, la très grosse partie du coût et du temps, à minima 75%, voire même 80% dans le cadre de grosses prod, est affilié à cette partie d'animation. C'est-à-dire quand tu as les personnages qui sont dans ton environnement 3D et que tu dois les faire bouger d'un point A à un point B. Parce que si tu veux faire en gros de faire ce mouvement-là, de faire bouger le bras, en fait tu dois faire bouger tous les connecteurs du bras. C'est-à-dire qu'en gros tu as un squelette, puis après une enveloppe corporelle qui est mise dessus, et tu dois faire bouger chacun des éléments du squelette seconde après seconde pour réussir à retranscrire le mouvement humain. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis les années 90. Alors, tu as eu des innovations incrémentales qui ont existé, mais grosso modo, c'est cette logique-là. Et qui fait que tu prends énormément de temps, et donc tu es sur des ratios où tu peux être à une seconde ça va te prendre une semaine pour faire une seconde d'animation, dans le cas de blockbusters assez premium, et sinon, tu es sur 1 à 3 secondes d'animation si tu es sur des choses un peu plus par jour, sur des choses un peu moins premium, tu vois. Mais ça reste extrêmement long de dire que tu arrives à faire que 3 secondes en une journée par animateur. Et donc nous, c'est vraiment sur cette partie-là qu'on se concentre. Comment est-ce qu'on arrive à réduire à hauteur de 90% le temps pour pouvoir produire une animation? Et donc comment est-ce que tu arrives à réduire ce temps-là pour faire bouger un personnage A d'un point A à d'un point B? Et parce que tout le reste, on estime que soit on apporte relativement peu de valeur ajoutée en complément, soit au contraire il faut pas y toucher, soit on pense que la valeur ajoutée elle va arriver par d'autres acteurs. Je te prends les trois cas de figure.
Le premier cas de figure, on pense que on apporte relativement peu de valeur ajoutée, c'est tout ce qui est lié au rendering. Le rendering, tu as des acteurs comme Unreal Engine qui en fait faire du rendu en 3D en temps réel ou pas. C'est déjà des technos qui sont en train d'arriver à maturité sur le marché parce que ça s'adresse à une cible qui n'est pas celle de l'animation pour enfants, donc qui n'est pas niche, qui existe aussi bien pour le gaming que pour l'animation pour adultes, que pour des effets spéciaux, etc., etc. Et donc, il n'y a aucun intérêt à ce qu'on rajoute une brique supplémentaire, là où en fait, il y a des acteurs qui se concentrent que là-dessus, et on sait que globalement, plus le temps va arriver, plus cette techno va devenir mature. Tu peux arriver sur la deuxième logique, sur des choses qui sont pas encore matures, mais on pense que ça va arriver à maturité. C'est tous les sujets de dubbing, tous les sujets de music generation, tous les sujets de character design creation, tous les sujets de background generation. C'est des sujets qui ne sont pas spécifiques à l'animation pour enfants, qui existent aussi bien pour le gaming que pour l'animation pour adultes, que pour le VFX, donc pour les effets spéciaux. Et donc, il n'y a aucun intérêt pour nous de créer notre propre outil de dubbing. Tu vois, tu as des outils comme HeyGen ou comme Rask.ai qui fonctionnent extrêmement bien et globalement tous les 6 mois, tu arrives à une évolution qui est assez hallucinante. Idem pour tous les sujets de génération de musique. Ça adresse à un marché qui est beaucoup plus large que celui que de l'animation. Et donc, on sait qu'il y a des acteurs. Et donc là, on est plutôt dans une logique de prendre sur étagère des technos quand elles vont arriver à maturité et les intégrer dans notre workflow de production. Après, tu as des éléments sur lesquels on ne veut pas, pour l'instant, on ne veut pas intégrer de la tech parce que on croit beaucoup au génie créatif. Et donc tout ce qui est au début de l'idéation, je crois pas au fait que tout ton script va être automatisé par ChatGPT. En revanche, nos créatifs travaillent avec ChatGPT. Tu vois, tu prends Guillermo Garcia, qui est le créateur original de Pocoyo. Bah lui, il utilise ChatGPT comme un moyen de pouvoir faire du ping-pong créatif et regarder comment est-ce qu'il peut trouver d'autres idées, comment est-ce qu'il peut trouver d'autres éléments. Mais à la fin, si tu veux, c'est quand même lui qui va diriger la partie idéation et la partie créative. Et c'est important qu'on l'ait pour avoir une vraie unicité de ce point de vue-là. Euh, et donc la partie en amont, tu vois, le dessin au départ, on le garde en tant qu'input qui va être indispensable pour pouvoir être utilisé pour automatiser la partie animation. Et donc il y a cette partie-là d'animation 3D qui est cette partie qui est spécifique à l'animation pour enfants pour pour deux raisons. La première, c'est que l'animation pour enfants ne traite quasi exclusivement que de personnages qui n'ont pas des proportions corporelles humaines. Tu vois, tu prends un Pocoyo, un Pas de Patrouille, un Paddington, ou même tu vois, un Astérix, Obélix, parfois ils ressemblent à des humains, mais ils n'ont pas des dispositions corporelles qui sont celles d'un humain. Parfois, c'est des bras qui sont délibérément trop courts, des corps qui sont délibérément trop... Enfin voilà, c'est pas... et donc ça a des impacts importants sur la manière dont le personnage peut évoluer, qui rend quasiment impossible des outils de Gen AI disponibles sur étagère, de text to motion, puisque tous les outputs de text to motion sont des humanoïdes. La deuxième chose, c'est que les personnages de dessins animés, et c'est très spécifique à l'animation pour enfants pour cette fois-ci, c'est que c'est pas réaliste. C'est-à-dire que les mouvements sont complètement exagérés. Tu vois, tu prends Astérix lorsqu'il bouge, il fait bouger ses mains en l'air lorsqu'il marche, de manière telle que il y aurait aucune personne dans la rue qui bougerait comme lui, ou vraiment tu le regarderais bizarrement si tu veux. Et donc là aussi, tu as besoin de pouvoir réussir à le faire générer autrement que par un modèle de text to motion ou n'importe quoi qui serait pas en mesure de pouvoir le faire. Et c'est ce qui fait que du coup, pendant très longtemps, c'était fait manuellement par des personnes parce que tu as un côté très créatif, tu vois, à faire ça. Nous, on pense que cette partie créative, elle peut être régénérée, elle peut être réautomatisée, ou en tout cas, on peut l'optimiser pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et donc, c'est en taclant ces deux sujets qui sont spécifiques à l'animation pour enfants qu'on s'est concentré. Comment est-ce qu'on arrive à générer un mouvement sur un personnage qui n'a pas de disposition corporelle qui soit celle d'un humain. Ça peut être un humanoïde, ça peut être, je veux dire, un humain, mais qui est beaucoup plus petit ou beaucoup plus gros. Ça peut être un animal, ça peut être un bipède, un quadripède, ça peut être n'importe quoi. Et deux, comment est-ce qu'on arrive à permettre à chacun de ces personnages de garder la manière de se mouvoir qui ne ressemble en rien à celle d'un humain et qui fait vraiment la force créative du personnage. C'est-à-dire que si tu enlèves la manière de bouger de Astérix, c'est plus Astérix. C'est un autre personnage, c'est un autre Gaulois, mais c'est plus Astérix. Et donc c'est ce sur quoi on s'est concentré, et parce que c'est là où on pense qu'on apporte de la valeur. Donc en gros, pour résumer, dès qu'on pense que c'est pas spécifique à l'animation pour enfants,
on va regarder existe sur étagère, ce qui est mature et ce qui est mûr, et on l'intègre dans notre workflow de production. Si on pense que ça n'apporte pas de valeur et que le créatif apporte un maximum de valeur, on garde le créatif, quitte à ce qu'il soit aidé d'une manière ou d'une autre par de la data ou par de l'AI. Et après, dès que c'est spécifique, c'est là où on crée notre tech pour créer un avantage compétitif par rapport au reste du secteur. Ok, très clair. Merci, merci beaucoup pour l'explication en détail. Tu as cité Pocoyo, du coup, qui est un dessin animé bon, que j'ai découvert, je t'avoue, en me renseignant sur une image, n'ayant pas encore d'enfants à la maison, mais du coup, qui est une grosse marque là-dedans. Et c'est un peu la particularité du coup de votre modèle aussi, ça m'intéresserait que tu nous en parles. C'est-à-dire que là, vous avez annoncé votre levée de 100 millions pour notamment financer le rachat de marques comme celle de Pocoyo que vous avez racheté par la même occasion. Est-ce que tu peux nous expliquer la logique par rapport à une voie qui était possible pour vous, qui était de mettre en place un logiciel, construire un logiciel que vous auriez vendu du coup à des studios d'animation classiques? Ouais. En gros, le marché de l'animation, il est trop court pour que tu puisses faire un modèle de SaaS qui le vendent à des studios. En fait, à la fin, tu aurais en tant que client Disney, DreamWorks, Nickelodeon et puis quelques autres, mais ça se compterait sur le doigt d'une main, tu vois. Et il y a un exemple qui est assez frappant là-dessus, que les gens connaissent assez peu, c'est l'exemple de Pixar, qui, avant d'avoir créé Toy Story, était en fait un pur modèle de SaaS. C'est-à-dire qu'ils avaient créé une boîte, un logiciel qui s'appelait Renderman, qui était un modèle qui faisait du rendu 3D, qui était ultra performant et qui était un des plus performants à l'époque, et qu'ils avaient commencé à licencier à tout le marché. Et en fait, ils avaient du mal à aller au-delà d'un certain nombre de chiffres d'affaires, je crois près de 10 millions. Et c'est quand ils se sont rendus compte que la tech était au service de leur IP et de leur show qu'ils allaient être capables de pouvoir créer un vrai élément de différenciation et passer de 10 millions de revenus à 100, 200 millions et créer une énorme boîte, tu vois. Et c'est comme ça que Toy Story est né. Et en fait, c'est vraiment la logique qui est que dans l'animation, un modèle de pur SaaS player n'aurait pas trop de sens, ou en tout cas ne serait pas en mesure de créer un énorme acteur, parce que la tech doit être systématiquement au service de l'IP. En fait, on est une boîte d'IP, on est une boîte de médias qui utilise la tech pour créer les prochaines franchises de demain. Et donc, c'est pour ça que pour nous, la tech est indissociable du côté acquisition d'IP. Et notre but, c'est comment ce que, avec la tech, on est capable de pouvoir prendre les plus belles marques qui existent aujourd'hui sur Terre, tu vois, en Espagne avec Pocoyo, ou sur d'autres territoires, et comment est-ce qu'on est capable de les scaler avec de l'AI, de leur permettre d'avoir le plus gros reach possible avec cette approche digital first et multiplateforme pour en faire le prochain Pat Patrouille ou le prochain Mickey Mouse ou le prochain Toy Story. Et en fait, si t'as que la tech, t'as fait la moitié du boulot. Mais il te manque le reste. Et donc c'est vraiment, tu vois, à la fois la difficulté, ce qui fait la force, je pense, mais la difficulté de notre boîte, c'est que on est à la fois une boîte très tech où on s'appuie et on travaille, tu vois, toute la journée sur des sujets AI qui sont super pointus. On travaille main dans la main avec des chercheurs et différents laboratoires, parce que notamment, enfin, toi, c'est des modèles qui ont pas encore été créés, ou alors qu'on est en train de créer ou de fine-tuner, qu'on est en train de réentraîner, etc. Et puis de l'autre côté, il faut qu'on crée des IP, et donc on a des équipes créatives qui sont pas du tout des AI scientists et qui eux travaillent pour pouvoir réussir à faire en sorte de faire des histoires qui nous fassent rêver demain, tu vois. Et donc comment est-ce qu'on arrive à créer une culture et comment est-ce qu'on arrive à créer une boîte qui arrive à reposer sur ces deux pattes-là, mais c'est notre force parce que si tu arrives à le faire, tu sais que ta tech à la fin, elle répond à un besoin qui est celui des artistes et celui des créatifs. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour nos créatifs et pour nos IP. Ok, hyper intéressant. Et du coup, en réduisant par 10, si mes calculs sont bons, le temps nécessaire à la production d'une vidéo, tu me corrigeras si c'est pas Ouais. ça. Euh, L'objectif, ça va être de créer du coup plus de contenu, ça va être de pouvoir tester plus de marques différentes. Quelle est la logique derrière? Ouais. En gros, le but, c'est comment est-ce qu'on crée plus de contenu, plus souvent et optimisé pour chacune des plateformes. Et dernier point, comment est-ce qu'on peut enfin rentrer dans une logique itérative au niveau de la création. Quand un film coûte près de 80 millions ou 100 millions à produire,
et prend 5 ans à produire. Évidemment que tu vas essayer de minimiser les risques. Et c'est ce qui fait qu'en fait, depuis plusieurs années, on a souvent la sensation de voir des films ou de voir des dessins animés qui se ressemblent, parce que le risque est tellement élevé avec ces coûts de production que tu te retrouves dans une logique où tu as moins envie de tester ou d'explorer des nouveaux territoires créatifs. En diminuant ces coûts-là, c'est aussi un des gains qu'on est capable d'apporter. Donc, plus de contenu, parce que le but, c'est de pouvoir être en mesure d'exister dans un monde digital qui suppose d'avoir des contenus plus réguliers. Tu vois, YouTube, c'est un contenu toutes les semaines, plus souvent, et optimisé pour chacune des plateformes, dans le sens où je ne crois pas au fait que tu puisses prendre un contenu et après essayer de le repackager dans tous les sens pour le faire vivre, tu vois, sur TikTok, YouTube, en podcast, au cinéma, etc. C'est juste pas les mêmes moyens de consommation, tu vois. Et c'est puis en plus, c'est prendre vraiment les audiences pour des cons que dire que t'as fait un contenu et puis ils revoient une espèce de boîte de chocolat, tu vois, sur d'autres choses. YouTube, c'est des c'est des formats qui vont être un peu plus courts, souvent orientés musique. Netflix, ça va s'adresser à une autre typologie d'audience, à un autre momentum. Et donc, le but, c'est de pouvoir être en mesure de proposer des contenus qui vont être optimisés pour Netflix, optimisés pour la télé, optimisés pour les gros budgets, optimisés pour TikTok, optimisés pour YouTube. Et donc, d'être en mesure de proposer des contenus qui résonnent réellement auprès de chacune des audiences sur chacune des plateformes. Et d'utiliser le fait qu'on ait des plateformes digitales, notamment comme YouTube, pour être en mesure de pouvoir tester des nouveaux formats. Et donc sur YouTube, on teste des nouveaux types de storytelling, on teste des nouvelles histoires, on teste des nouveaux personnages, et comment est-ce qu'on est capable de raconter des choses de manière un peu différente, qui si elles fonctionnent, peuvent faire office tu vois, d'un long métrage ou en tout cas d'un contenu de plus grosse envergure qui pourrait être distribué sur les plateformes de streaming ou demain au cinéma. Ok, d'accord. Donc, ça me rappelle un peu le modèle de Voodoo pour les applications mobiles. Je sais pas dans quelle mesure vous, c'est quelque chose avec lequel vous vous rapprochez, qui à la fois a un lab interne qui va générer plein d'idées créatives d'app et du coup a mis en place un système pour les distribuer, les tester très rapidement à moindre coût, mais travaille également avec des studios de développeurs de jeux vidéo indépendants, du coup externalisés, Ouais. avec lesquels ils vont contractualiser. Euh, Vous, pour l'instant, vous Ouais, avez mais internalisé complètement la partie créative. Dis-moi. toute la partie créative est internalisée. C'est un Yes. sujet qui est clé. La partie fabrication du contenu, on travaille avec des studios d'animation partenaires chez qui on implémente. Je pense que le modèle de Vodou est ultra inspirant. Il y a clairement des sujets qui peuvent, tu vois, il y a des ponts qui peuvent être faits, notamment sur le côté lean, tu vois, d'un point de vue créatif. Comment est-ce que tu arrives à être lean dans le processus de création? Je pense que une des grosses différences qui est pas neutre, hein, c'est que on fait des contenus pour enfants. Donc même si on reste lean, chacun des contenus qu'on fait ne doit pas déroger d'une ligne éditoriale qui doit être extrêmement ferme et tu vois d'une logique de marque aussi. On construit pas juste du casual gaming, on construit une marque et une franchise qui a vocation à exister dans les 50 prochaines années. Et puis deux, on parle de contenus qui vont être regardés par des enfants. Donc chacun des contenus qu'on fait, même si on explore des nouveaux storytelling, doivent être là pour l'enfant et doivent lui permettre de faire grandir l'enfant. On va jamais être dans une logique, si tu veux, d'essayer de triquer l'algo pour essayer de pouvoir augmenter le nombre de vues ou autre. Tu vois, et c'est en cela qu'on est pour le coup très différent d'un vaudou, qui est dans une logique où si tu veux, ils vont essayer de toucher certaines variables pour pouvoir optimiser l'algo. Nous, on n'optimise pas l'algo de YouTube. On améliore les différents storytelling et on teste différents storytelling pour voir celui qui résonne le mieux auprès des audiences d'un point de vue local et d'un point de vue culturel. Ok. Et du coup, c'est quoi pour vous les critères de succès d'un show si c'est pas juste le nombre de vues? Bah déjà, non, le nombre de vues est nécessairement un critère, tu vois, que tu regardes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en amont, tu te mets une logique sur ce que tu veux montrer ou pas, et sur ce que tu touches ou pas à des enfants. Tous nos contenus, tu vois, il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est le côté éducatif de nos shows. Et c'est un sujet qui est d'autant plus important que lorsque t'es parent et que tu vas sur YouTube, que tu veux montrer des contenus à tes enfants, bah t'as quand même un paquet de merde qui existe, tu vois. T'as des très beaux contenus, mais t'as des contenus que t'as juste pas envie de montrer. Et parce que t'as des contenus qui sont très SEO driven et qui sont très, tu vois, algorithme driven, et qui ont fait le choix entre guillemets de dire ok,
je m'en fiche de l'éditorial et je m'en fiche de ce que je vais vous montrer. Je vais regarder que l'optimisation des vues. Nous, on a un comité éditorial, on a un brand book qui nous permet de nous assurer que chacun des contenus doit répondre à des règles. Tu vois, Pocoyo, on travaille avec une psychologue de l'enfance qui, elle, va valider et qui va tamponner chacun des contenus. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on cherche à optimiser, c'est juste si tu veux, la base. Si on n'a pas cette base-là, on ne met pas ce contenu sur YouTube. Et après, effectivement, comment est-ce qu'on peut optimiser certains éléments du storytelling, comment est-ce qu'on peut raconter d'autres choses. Oui, c'est des choses qu'on garde, tu vois, en disant par exemple sur des thématiques. Il y a des thématiques que Kidibli, c'est du contenu live, donc il n'y a pas de l'animation, mais c'est un contenu éducatif un peu en mode c'est pas sorcier, mais pour des enfants de 5 à 8 ans, tu vois. Et donc clairement le côté éducatif on regarde tout le temps systématiquement. En revanche, la typologie de thématique qu'on va être capable de regarder, c'est des choses qu'on peut regarder, comment est-ce qu'on peut approcher une thématique différente, par exemple sur les dinosaures, sur l'astronomie. Et donc t'as plein de manières différentes de pouvoir traiter de ces manières-là. Et donc utiliser les datas en amont et ensuite regarder en aval comment est-ce que tu peux le traiter en ayant différentes vidéos qui ont traité de ce sujet-là, mais avec une approche un peu différente, qui est parfois magistrale ou un peu plus ludique. Bah, tu es capable de savoir ce qui fonctionne le mieux auprès de ton audience pour que elle puisse pour que tu puisses optimiser ton contenu, mais avec, si tu veux, ta colonne vertébrale, qui est comment est-ce que je permette à mes enfants et comment est-ce que je permette aux enfants qui, en regardant Kidibli, apprennent des choses du vrai monde, que ça soit des nouveaux métiers ou que ça soit de la science ou que ça soit, tu vois, qu'ils arrivent à découvrir des choses. Ok, hyper intéressant. Donc c'est voilà, c'est l'éducation, j'ai l'impression un peu la ligne éditoriale s'il fallait en choisir une. Ouais. Et non, c'est hyper intéressant de savoir que vous travaillez avec du coup des spécialistes de l'éducation qui peuvent vous accompagner dans la définition de ces contenus-là. Comment tu vois les choses évoluer, toi, au long terme? Alors bon, ça va extrêmement vite, hein, ce domaine, on le sait. Mais tu vois, si tu projettes un image à 10 ans, Ouais. qu'est-ce que vous faites aujourd'hui différemment d'aujourd'hui et quel type de contenus sont proposés? Voilà, comment est-ce que tout ça se projette de votre côté? Alors 10 ans, c'est dans longtemps, c'est à la fois dans longtemps et pas longtemps, ça serait pas dès maintenant, mais l'objectif et la vision qu'on a avec Animage, c'est comment est-ce qu'on peut être en mesure de pouvoir créer enfin un leader dans le secteur du kids entertainment qui, pour une fois, vienne pas des États-Unis. Si tu regardes le marché des US, si tu regardes le marché de l'entertainment, il est trusté, dominé par des gros médias américains. Le top 10 ne vient que d'Amérique du Nord. Et donc pour nous, c'est important de pouvoir réussir à construire un contrepoids culturel qui soit en mesure de proposer des contenus qui vont être un peu différents, de proposer une voix un peu différente. Et donc pour ça, ça commençait par la capacité à constituer un portefeuille des meilleures propriétés, des meilleurs shows. Donc on a vocation à se constituer à horizon 2-3 ans un portefeuille de 8-12 propriétés intellectuelles iconiques sur chacun des territoires, tu vois, en Espagne, en Latam, aux US, en Asie, en Afrique, en Moyen-Orient, en Europe. Comment est-ce qu'on arrive à se constituer ce portefeuille-là? Deuxièmement, comment est-ce qu'on construit un outil de production qui permette à chacune de nos propriétés d'exister dans le monde de demain, qui est un monde complètement digital, qui est complètement fragmenté, dans lequel tu as besoin d'avoir cette approche digital first et multiplateforme, et donc d'être partout à la fois. Et donc c'est l'IA qui permet de résoudre ce point-là. Troisième point, comment est-ce que tu es capable de pouvoir réussir à attirer les meilleurs talents pour qu'ils soient en mesure de réinventer ta marque sur l'ensemble des médias à travers des longs métrages, à travers des prequels, des sequels, des spin-offs, et comment est-ce que tu peux commencer à développer from scratch des nouvelles propriétés intellectuelles sans avoir besoin d'en racheter, parce que jusqu'à présent la construction d'un image s'est fait par l'intermédiaire d'acquisition de propriétés. La logique, c'est comment est-ce qu'on est capable de développer nous-mêmes in-house les franchises de demain, tu vois, Reines de neige de demain, donc les prochains contenus qui vont pouvoir faire rêver des générations entières. Et donc pour ça, pour nous, il fallait accéder aux audiences à travers les chaînes YouTube qu'on est en train de construire sur les écosystèmes digitales, y compris YouTube. Tu vois, aujourd'hui, on est le plus gros acteur YouTube en Europe. On va être le plus gros acteur mondial sur YouTube Kids and Family à horizon 12 mois. Deux, comment est-ce qu'on arrive à construire un réseau de distribution extrêmement fort.
Donc on essaye de nouer et on veut nouer dans les prochains mois des partenariats stratégiques clés avec tous les streamers, toutes les chaînes de télé locales, tous les fast channels, toutes les plateformes de streaming musical comme Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, etc. Et ensuite, comment est-ce qu'on arrive à dérouler cette stratégie de contenu qui soit beaucoup plus scalable et qui nous permet de faire plus de contenu, plus souvent et optimisé pour chacune des plateformes. Et à horizon 10 ans, nous, on se voit vraiment comme un acteur, si tu veux, où au centre, tu as cette propriété, tu as si tu veux, cette sorte d'IP factory ou cette, euh, cette sorte d'incubation à idées, incubation à propriété intellectuelle, où on souhaite être la meilleure la meilleure maison pour toi, les meilleurs artistes kids qui auraient vocation à construire et à développer les histoires de demain et à qui on est capable de pouvoir proposer justement une capacité à donner vie à leurs idées très rapidement avec la tech d'un point de vue production et avec cette logique de distribution digital first et multiplateforme. Quel est ton point de vue sur cette idée que dans un futur lointain, mais peut-être pas si lointain, chaque individu aura accès à des shows qui sont personnalisés, dont le contenu même est personnalisé du coup en fonction de ses centres d'intérêt, de son historique de visionnage, où du coup les personnages vont pas forcément mener les mêmes actions, où vraiment l'ensemble du scénario peut être créé on the go en fonction des données qu'on a sur quelqu'un qui visionne le show. Est-ce que c'est... Ouais, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur la manière dont ça va évoluer et aussi comment Animage vous vous positionnez par rapport à ça. Ouais, bah déjà, je pense que tu sais, enfin, c'est le rêve de plein de gens, tu vois. C'était un peu la logique de ce qu'avait fait Netflix avec l'épisode Bandersnatch, tu sais, qui est un épisode interactif où tu pouvais, bon, alors le nombre était assez limité, mais qui avait quand même eu un succès dingue parce que t'as l'impression enfin, t'as envie de pouvoir participer. Et je pense que lorsque tu regardes un film, un dessin animé, t'as pas envie d'être passif. Et c'est ce qui fait le succès, tu vois, des jeux vidéo, des Roblox, qui sont un peu, qui sont à la frontière entre du gaming et puis et en fait du média, de l'entertainment, parce qu'en fait c'est tu racontes une histoire, mais t'es actif dans l'histoire. Le fait d'avoir une personnalisation de l'histoire, je pense que c'est le but ultime, tu vois, de comment est-ce que tu résonnes réellement auprès de ton audience. Et pour ça, la clé, c'est comment est-ce que tu arrives à diminuer ces coûts-là et comment est-ce que tu arrives à apporter de la tech pour pouvoir raisonner auprès de ces audiences-là. Je pense que ça va prendre du temps. Enfin, toi, c'est pas quelque chose qui va arriver dans un futur proche. Je pense pas que dans 2 ans on y sera. Je pense que c'est quelque chose qui arrivera dans les 10 prochaines années et qui permettra de enfin supprimer toutes les barrières qui existent aujourd'hui entre d'un côté le monde du gaming et ensuite le monde de l'entertainment. Moi, je pense que à la fin des fins, c'est le même marché qui viennent juste d'univers très différents et qui à un moment vont avoir tendance à se recentrer au fur et à mesure que le gaming va apporter de plus en plus de storytelling et au fur et à mesure que l'entertainment va apporter de plus en plus de personnalisation dans l'histoire, d'abord à travers les plateformes, ensuite à travers les géographies, puis à travers la personne en tant que telle. Ok, hyper intéressant, effectivement. Euh, Comment réagissent les créatifs de cette industrie de l'animation par rapport à Animage aujourd'hui? T'as deux écoles, mais en gros, t'as t'es sur une disruption qui est majeure. Enfin, elle est aussi majeure, elle est aussi importante que lorsqu'on est passé du dessin animé 2D à la dessin animé 3D, voire plus importante, ou lorsqu'on était passé dans le monde du cinéma, du cinéma muet au cinéma parlant, si tu veux. C'est-à-dire que ça transforme durablement un certain nombre de métiers. Et si tu veux, on se retrouve dans la même situation que celle qui est décrite dans le film Babylone, qui le décrit assez bien. Tu vois, en fait, t'as des gens qui sont perdus par rapport à cette technologie et qui disent, bah moi j'étais une star avant et comment est-ce que je le fais? En fait, aujourd'hui, je pense que du coup, tu as deux écoles. Tu as ceux qui refusent cette innovation-là et qui disent, bah, ça va supprimer des emplois, je vais être remplacé, ça marchera pas, c'est pas de l'art, c'est pas ceci, c'est pas de cela. Et qui, du coup, le voient d'un très mauvais œil, cette techno et tout ce qui est associé à l'IA. Et après, tu as un certain nombre de créatifs qui, eux, le voient véritablement déjà comme étant le sens de l'histoire, comme étant, c'est-à-dire que ils comprennent bien qu'ils ne peuvent pas lutter par rapport à ça, mais au-delà de ça, ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils le voient comme quelque chose de très positif. Tu discutes avec Guillermo, le créateur de Pocoyo, lui,
quand tu discutes avec lui, il te pousse pour avoir plus de tech. C'est-à-dire que ce qui fait un excellent créatif, ce qui l'intéresse, c'est comment, dès qu'il a une idée, on arrive à lui donner vie en l'espace de quelques minutes. Et il comprend pas que lui, en l'espace de quelques minutes, il arrive à pondre un dessin et qu'il faille plusieurs semaines pour que ce dessin soit mis en 3D, pour que ça lui donne vie en 3D. Alors oui, factuellement, on le comprend parce qu'il y a des enjeux techniques qui sont extrêmement importants, mais tu te mets dans ses baskets, lui, il le comprend pas. Il dit, bah moi j'ai un dessin, j'ai une idée, je veux que cette idée, on lui donne vie en l'espace de quelques secondes. Et si tu veux, toute la logique de l'AI qui permet de pouvoir réussir à comprimer considérablement les temps de fabrication, c'est une opportunité énorme qui est donnée aux excellents artistes et aux génies artistiques de pouvoir enfin scaler leur art. Parce qu'en fait, ça permet directement à l'artiste, à partir de l'idée, à partir du storyboard, donc à partir du dessin, de pouvoir réussir à en faire un dessin animé. Et ça, nous, c'est vraiment la logique et c'est cette deuxième voie qu'on veut proposer. Et comment est-ce qu'on peut permettre aux excellents artistes, aux très bons artistes, de pouvoir réussir à voir l'IA comme étant une force, parce que je pense qu'à chaque fois quand tu regardes le marché de l'art ou le marché de l'art en règle générale, la techno a été un énorme a été quelque chose de formidable qui a été donné aux excellents artistes. Tu vois. Et ce qu'on retient à la fin, c'est les artistes qui scalent, c'est pas les artistes qui ne scalent pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque tu es passé du cinéma muet au cinéma parlant. Tu te souviens plus des acteurs ou des films où tu avais besoin d'avoir dans chacune des salles de cinéma une mini équipe qui devait faire la musique derrière. Mais en revanche, tu retiens les films qui ont été capables de pouvoir intégrer toutes les bandes son à l'intérieur, simplement parce que ça scale plus et que tu gardes ça dans le temps. Alors que l'un est une performance et l'autre est une œuvre d'art. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye de mettre. C'est pas forcément évident parce que du coup, nécessairement, ça transforme les métiers. Mais on pense qu'il y a beaucoup plus à y gagner à utiliser l'IA aujourd'hui si on accompagne le secteur que à juste dire bah non en fait ça marchera pas. Et en fait de toute façon si ça marche, si on est dans cette logique-là, on laissera d'autres acteurs le faire et ils vont le faire différemment et et ils le feront peut-être pas avec les meilleures intentions du monde. Et du coup, ce serait quoi tes conseils à ceux qui travaillent aujourd'hui dans des studios d'animation et qui passent effectivement une semaine à produire une seconde chez Pixar ou chez McGough en France par exemple. Euh, Bah moi tu déjà leur dis quoi comme conseil? j'adorerais pouvoir tu vois qui travaillent avec nous aussi main dans la main. Nous on travaille avec des animateurs justement pour mettre en place ces outils-là et justement qu'on puisse travailler au futur de l'animation ensemble. C'est-à-dire que nous on a régulièrement des animateurs qui viennent de ces studios-là et qui nous disent bah nous on veut travailler avec Animage non pas sur ce qu'est l'animation aujourd'hui mais sur ce que sera l'animation demain. Et ça nous excite beaucoup plus. On est arrivé en fin de cycle aujourd'hui sur l'animation 3D. Donc, soit tu fais la fin du cycle jusqu'au bout, parce que tu es en fin de carrière ou quoi que ce soit, ou parce que ça t'emmerde, soit tu es en début de carrière. Dans ce cas-là, il vaut mieux que tu regardes comment est-ce que tu peux utiliser l'IA et intégrer l'IA, parce que à la fin, c'est toujours la même chose. Tu seras pas remplacé par de l'IA, mais tu seras remplacé par des animateurs qui eux auront compris comment utiliser l'IA dans leur workflow. Et très clair. Ça fait écho à ce qu'avait dit Alexandre Lebrun de Nabla, que les médecins ne seront pas remplacés par l'IA, mais ils seront remplacés par les médecins qui utilisent l'IA. Merci beaucoup, Sixte, pour toutes tes réponses. Si on devait ouvrir la porte vers un nouveau projet, est-ce que récemment il y a une startup ou un créateur même dans le monde de la Gen AI qui t'inspirait que tu voudrais partager à nos auditeurs? Ouais, alors il y a par exemple ce que fait Flag4 est super intéressant sur les webtoons que tu connais peut-être. Donc c'est comment est-ce qu'ils Dis-en plus. automatisent tout le process comment est-ce qu'ils automatisent tout le process de création et de fabrication de webtoons via de l'IA génératif. Donc il y a des choses qui sont assez similaires avec Animage, mais sur une autre niche que je trouve ultra intéressante. Webtoon, donc Euh, c'est les BD sur exactement, c'est ouais, des les BD BD sur animés, Internet. exactement, c'est ça. Et sur lesquels, pour le coup, tu as un marché qui est énorme, qui est plus simple à automatiser. T'as moins de t'as moins de verrous techniques qui existent. Après, t'as un certain nombre de studios de gaming. Je pense à Iconic où ils essaient de travailler sur des jeux vidéo entièrement faits avec de l'IA. Enfin,
t'as un nombre assez hallucinant, je trouve, d'acteurs qui se positionnent et qui sont en train de créer des choses qui sont, enfin, notamment sur la génération, création de vidéos ou de musique qui sont assez dingues. Et après, tous les acteurs de dubbing, je pense qu'on a tous été époustouflés par ce qu'a fait Hey Jane, mais t'en as plein d'autres comme ça. Et moi, ce que j'attends beaucoup, c'est tous ceux qui seront en mesure de pouvoir faire la même chose que sur le dubbing, mais sur de la musique. Donc, comment est-ce que tu peux localiser de la musique? Parce qu'aujourd'hui, tous ces acteurs de dubbing, et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé, mais s'il y a un acteur qui travaille en ce moment sur comment localiser de la musique via de l'IA, ce qui suppose des problèmes, parce qu'il pose des problématiques un peu différentes en termes d'un point de vue technique, je serais très très intéressé pour échanger avec lui. Bon, bah, super. Contactez Sixte de Vauplan sur LinkedIn. Merci beaucoup, Sixte. C'était passionnant. Tu as ouvert plein de sujets qu'on aurait pu prendre encore plus de temps pour creuser, évidemment, mais c'est déjà une super introduction au sujet. Et bon courage pour la suite d'Animage. Et merci à tous pour votre écoute. Merci Adrien. Voilà, c'était Mozzabytes. Merci à tous pour votre écoute. Pour être tenu informé des prochains épisodes, mais aussi des dernières actus dans l'IA générative, les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes, inscrivez-vous à notre newsletter Mozzabytes sur Substack. Et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Mozza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. À très vite!